Le projet dont je vais parler aujourd'hui, c'est un projet qui est mené en collaboration avec un laboratoire de simulation d'un hôpital et puis mes collègues du département de communication, puisque c'est plus en tant que spécialiste en communication que je vais parler aujourd'hui. Vous allez voir que nous, on s'intéresse à analyser le travail pour essayer de révéler un petit peu quelles sont les pratiques, les connaissances, les expertises qui sont générées en ayant comme point d'entrée l'analyse des interactions. Tout ça aussi pour après peut-être avoir des échanges avec l'équipe du laboratoire pour développer des formations plus tard. Donc ce qui nous a intéressé, puis je vais mettre un petit peu en contexte parce que ce qui nous a intéressé, nous, dans un premier temps, c'est la question du travail sensoriel en médecine et dans un précédent projet qu'on avait eu, on avait étudié justement la part importante des expériences sensorielles dans la prise de décision clinique et dans le jugement clinique, donc dans le raisonnement clinique. Parce qu'effectivement, quand un médecin, on va le rencontrer en consultation, oui, il va discuter avec nous, il va nous parler, mais en même temps, il va sentir des odeurs, il va nous palper, etc. Donc on voit bien que les sens sont mobilisés dans le raisonnement clinique. Et puis, à l'issue de ce premier projet, on avait essayé justement de mieux comprendre la part sensorielle de la prise de décision clinique. En discutant avec l'hôpital, il faut savoir qu'aussi c'est un hôpital en Ontario qui offre des services de télémédecine c'est un hôpital francophone en Ontario. Pour expliquer la situation de l'Ontario où c'est majoritairement anglophone. Et cet hôpital a pour mission d'offrir des soins de qualité à la population minoritaire francophone, qui est en général une population assez dispersée sur le territoire. Et pour une personne, par exemple, âgée, en suivi post-opératoire, parfois se défaire 300 km ou 400 km pour une consultation de 20 minutes, si à la télémédecine, ça aide beaucoup. Donc, ils avaient cette préoccupation-là, et puis nous, quand on est allé voir dans la littérature, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un certain nombre de questions qui se posaient, dès lors qu'on voulait toucher à cette question des sens, parce qu'en télémédecine, ce qui est prioritairement mobilisé comme sens, ça va être la vue ou l'audition, mais tout ce qui est de l'ordre du tactile ou de l'olfactif sont des informations qui sont compromises. Et puis la littérature montrait que ça avait un impact quand même, ça insécurisait les médecins et ça pouvait faire en sorte qu'ils avaient moins confiance dans leur diagnostic. Donc ils pouvaient probablement prescrire d'autres examens qui pouvaient s'avérer inutiles par manque de confiance dans un diagnostic qu'ils allaient poser en télémédecine. Et puis, après ça, en lisant les travaux de Deborah Lupton et de Maslin, elle pointe très clairement qu'il y a très peu de travaux qui portent leur attention sur la dimension sensorielle de l'activité clinique dans ce contexte-là de la télémédecine. Donc c'est quelque chose qui nous a intéressés et elle nous invitait tout simplement à comprendre comment se réorganise ce qu'elle nomme le travail sensoriel. Donc, je vais un petit peu expliquer ça. Et puis un autre élément, quand on regarde la littérature un peu plus francophone de notre côté, donc des travaux de Bonu, de Rolieu, de Mondada, je pourrais citer Dikoff aussi, puis d'autres, qui ont beaucoup travaillé sur les situations de communication médiatisée et distante dans d'autres contextes que la télémédecine, eux se rendaient compte que, contrairement au face-à-face, la multi-activité et la multimodalité, donc très présente dans le face-à-face, dans ce contexte-là, c'est rendu plus difficile. Donc, de fait, c'est des éléments comme ça qui nous intéressaient, nous, qui ont attiré notre attention, et on s'est dit, c'est important de porter notre attention sur ce travail sensoriel, parce qu'il y avait d'autres éléments du travail qui avaient été mis de l'avant par Nelly Osborne en 2008, qui disait que dans la télémédecine, il y avait un travail invisible qui se faisait, et elle avait décliné ce travail invisible il y avait le travail affectif pour elle, le support émotionnel, pour créer une proximité, une intimité à distance. Il y avait un travail d'inclusion pour soutenir l'usage du système, et il y avait un travail d'articulation. Donc c'était un petit peu les trois formes de travail qu'elle mettait en avant dans ses travaux sur la télémédecine. Et Lupton et Maslin disent, il y en a un quatrième qu'il ne faudrait pas oublier, c'est le travail sensoriel. Donc c'est cette façon qu'on a et comment on compense cette absence
d'une proximité avec le corps du patient et comment on réalise ce travail-là qui est fait normalement en clinique. Alors nous, on avait un objectif, c'était dans le cadre de ce projet-là d'étudier comment se réorganiser, parce qu'on faisait une hypothèse forte, c'est de dire, bon ben, la télémédecine, elle se fait, d'accord? Donc il y a des diagnostics qui se posent. Donc forcément, il y a probablement une forme de réorganisation de l'activité clinique dans ce contexte-là. Comment elle se réorganise, on ne savait pas, mais on postulait qu'il y avait quelque chose qui probablement se faisait différemment ou qui compensait. Et donc, on s'était dit, mais il y a deux choses qu'on va voir. On va voir comment s'accomplit ce fameux travail sensoriel dans une téléconsultation, donc comment on va essayer de saisir un peu ce travail-là. Puis, en même temps, évidemment, comment eh bien, les médecins réussissent à créer une situation de co-présence, une situation de proximité, donc comment ils vont agencer, alors on appelait ça, en anglais, ils font la distinction entre space et place, hein, donc cette idée de place en anglais, cette idée d'un lieu qu'on va construire ensemble dans l'interaction qui fait qu'on va avoir une situation de co-présence. Alors pour ça, la méthodologie qu'on a utilisée, alors on avait la chance d'avoir le laboratoire de simulation à notre disposition, donc évidemment on en a profité. Donc on a travaillé avec des chercheurs, des spécialistes en simulation, des médecins, des infirmières et un patient partenaire pour, dans un premier temps, créer un scénario de simulation avec un patient standardisé, ce qui nous enlevait beaucoup de contraintes éthiques, hein, vous pouvez l'imaginer, parce que sinon il aurait fallu filmer des vraies consultations et on n'avait pas envie de prendre trop de temps sur le point éthique. Donc le laboratoire de simulation était vraiment bien pour nous pour ça. Le scénario qui avait été choisi en consultation avec l'hôpital, c'est un scénario de suivi post-opératoire en orthopédie. Pourquoi? Parce qu'ils en font énormément et qu'on savait qu'on avait un pool de médecins pour aller chercher des échantillons assez importants. Donc c'est ce choix qui a été fait, puis c'était quelque chose, un service que l'hôpital offrait assez régulièrement. Donc on a un scénario qui a été construit, qui a été testé avec un patient standardisé. On a fait quelques ajustements à certains moments. Et puis après ça, on a eu notre échantillon qui était composé de 5 médecins orthopédistes donc, qui pratiquent la télémédecine depuis des années. Donc eux, ils avaient déjà fait depuis relativement longtemps de la télémédecine, il y avait une certaine expertise. Et puis on a pris, comme c'est un hôpital universitaire, 5 médecins en résidence qui, eux, n'avaient jamais fait de télémédecine et allaient être mis dans cette situation-là pour la première fois. Notre collecte de données s'est fait en 2 temps. Dans un premier temps, eh bien, évidemment, on a observé et enregistré en vidéo les examens cliniques à distance. Donc on a reconstitué une situation de télémédecine, une vraie situation de télémédecine, puisque le service qui a été utilisé, c'est OTN, c'est Ontario Telemedicine Network, c'est le vrai système qui est utilisé en Ontario. Donc on a pris l'infrastructure qui existait en télémédecine, celle qui est utilisée, on a juste mis dans 2 salles différentes. Et puis on a filmé cet examen clinique de nos 5 experts, de nos 5 novices. Et après ça, dans un deuxième temps, on les recevait dans une salle et on menait des entretiens d'autoconfrontation simples avec eux, où on visionnait leurs vidéos. Alors, évidemment, le dispositif du laboratoire nous permettait de le faire parce que pendant la séance d'observation, il y avait un chercheur qui pouvait taguer les moments de vidéo et on pouvait revenir après très facilement sur ces moments-là avec eux. Au niveau de la méthodologie d'analyse,